est Enfin, là. tous. Ten Green est là, au taquet. Bon, Ten Green, on a eu la... L'actualité a été mouvementée aux États-Unis cette semaine, n'est-ce pas? Ah, trois fois rien, trois fois. Oh là 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 là. Alors, ouais, écoutez, moi je suis dans le camp de ceux qui ont gagné. Comme toujours, hein, Ten Green. Faut toujours être dans le camp de ceux qui gagnent, hein. Comme ça, t'as jamais d'emmerde, hein. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, y a eu une actualité chargée. Alors, nous, on est là pour parler de spatial. Voilà. Mais on va parler peut-être. Peut-être que. Bah, en fait, c'est la première fois qu'on a un changement d'administration dans une minute spatiale. Donc, en même temps, ça va être l'occasion de rappeler un petit peu pourquoi c'est pas forcément si important que ça. Mais Ah, pourquoi là, et on en a déjà vécu un, techniquement. t'es Enfin, sûr? c'était Biden, non? On avait, ça devait être à pas grand chose. Ouais, je pense qu'on venait de lancer la minute spatiale, Ten Green, alors. Hein. À vraiment Ouais, rien. c'est surtout l'administrateur de la NASA qui avait changé. Ah oui, Brendan Steen et Bill Nelson, Oui, c'est ça. ouais, on a souvent parlé de Bill Nelson et tout, donc ça va être l'occasion un petit peu de rappeler ça. Donc il y aura une grosse partie sur l'administration Trump et sa relation avec le spatial. On va rappeler ce qui s'est passé les dernières administrations et aussi peut-être pourquoi les choses sont différentes cette fois-ci. Elles le sont à cause d'une personne qui... Voilà. Mais on va en parler et c'est beaucoup de suppositions. Mais ça commence déjà à beaucoup écrire sur le sujet. Parce que les choses vont changer. Je suis incapable de vous dire comment. Mais il y a des choses qui vont bouger dans certains étages du fédéral américain au niveau du spatial. Voilà. Donc ouais, l'actualité du spatial. On va commencer avec les mauvaises nouvelles. Hein. Parlons d'Ariane 6. Ariane 6, normalement, qui devait redécoller en décembre. Et bah en fait, non. Ça a été décalé pour février 2025. Non mais c'est pas possible, ils ont tiré en juillet. Le tir était quasiment parfait. Ils ont rien cassé. Ils ont eu un problème à la fin du deuxième étage. Mais en soi, rien de problématique. Rien d'insurmontable. Ce qui fait que Ten Green, il va leur falloir juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Plus de 7 mois entre deux tirs. Alors que le tir est réussi. Et qu'ils ont un énorme calendrier de tirs. Je comprends pas. Ah bah, écoute, Ah, ils veulent tester des trucs, hein. Ten Green, le chat nous dit t'as oublié les vacances de Noël de Ariane Espace. C'est vrai. Il y aura sûrement le Christmas break. Et voilà quoi. Ok, donc on aura vu qu'une seule Ariane 6 voler quasiment à vide. Faudra attendre l'année prochaine, février, je crois, février 2025, mi-février 2025, pour avoir une autre Ariane 6, sachant que ça peut encore décaler dans le temps. Voilà. Donc pendant ce temps, le reste du monde, ça ne traîne pas. On avait une mission de ravitaillement de l'ISS avec une mission Dragon. C'est vrai que c'est la 31e mission de ravitaillement de l'ISS. Donc voilà. Ça s'est bien passé, on va pas regarder le tir, ils ont fait ça de nuit. Mais quelques heures plus tard, on avait des très très belles photos. Matez-moi un petit peu le machin. Donc ouais, c'est devenu tellement la routine qu'on ne regarde même pas si c'est de nuit, Ten Green. Tu vois, non, c'est bon. Ça va, il y a eu... on va quasiment avoir 8 tirs de Falcon 9 Ten Green en 8 jours. J'ai les calendriers sous les yeux. J'étais là, c'est pas possible. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent leurs 140 tirs dans l'année. Et ils ont... il y a du Starlink à tirer toujours. Hein. Voilà. Hein. Ils ont remonté l'ISS. Absolument. Très intéressant. Vous vous rappelez qu'une des raisons de Starliner, ou de Progress, donc la capsule russe, c'était de pouvoir remonter l'ISS. L'ISS est sur une orbite très basse, donc pour faire simple, elle tombe tout le temps. Donc vous êtes obligé de la remonter pour pas qu'elle rentre dans l'atmosphère et qu'elle se désintègre. Donc pour ça, vous utilisez Progress. C'est pour ça qu'on a besoin des Russes, entre autres. C'est pour remonter l'ISS. Comment choisis-tu tes sources pour la minute spatiale ou géopolitique? Oh, je raconte que des conneries. Je raconte que des conneries au hasard. Et puis j'espère que ça passe. Non, généralement je pars d'un article de journal. Et avec tous les mots-clés que j'ai dans l'article de journal, je trouve plein d'autres articles de journaux des quatre coins du monde. Je les recoupe tous ensemble. Et ça me donne une image pas trop dégueulasse. Donc ouais, Progress, Sinus. Et le souci, c'est qu'on avait besoin de Starliner, entre autres, pour faire ça. Une des tâches de Starliner, c'était de faire ça. Et on a... généralement, on considère que SpaceX ne pouvait pas faire ça pour des raisons de performance. Il s'avère qu'on a Dragon qui a allumé pour la première fois pendant 12 minutes ses thrusters Draco
et qui a remonté l'ISS. Donc c'est SpaceX qui vient encore de s'attribuer un des rôles de Starliner. Et voilà. Bah oui, mais les gars, la Terre est plate, hein. On n'est jamais allé sur la Lune, hein, moi je vous le dis. Hein. Là, je fais la Lune spatiale juste pour faire du clic et des vues, hein. C'est tout. Hein. Regardez là, il y a On Marmotte. tire un peu les pigeons du spatial. Il y a Marmotte qui vient d'arriver, qui fait claquer son prime. Il n'a pas idée qu'il a affaire à une gigantesque fraude. Salut à toi Marmotte. Oh, le pauvre, il arrive, il claque son sub, direct. Non, je déconne, hein, je déconne. On est des experts en expertise, les mecs. On est des experts en expertise. Il est extrêmement facile en 2024 d'être au courant de l'actualité, de tout ce qui se passe. Voilà. Marmol, pardon. J'avais dit Marmotte. Bah ouais, je suis sur mon deuxième écran, je vois mal. Marmol, pardon. Ouais. Et donc ouais. Donc on a Dragon qui a relevé. Le Starliner n'a plus aucune justification, absolument. Et je pense que Starliner c'est finito. C'est pas encore officiel. Mais ils vont le mettre à la retraite très rapidement, ça coûte trop cher. Boeing veut se débarrasser de Starliner, aussi pour des raisons financières. Et ils ont eu un changement de management à Boeing, il y a un nouveau CEO, et il s'est pas caché que Boeing et tous les géants, les mammouths de l'aérospatiale américaine ne veulent plus des contrats à coût fixe, parce qu'ils sont incapables de les honorer. Et on a sûrement Northrop Grumman, Lockheed Martin, qui vont arrêter de faire des contrats à coût fixe. Donc c'est la fin d'une époque et Boeing veut se débarrasser de Starliner parce qu'ils peuvent juste pas payer la facture éternellement. Comprenez que tous les mois, c'est des centaines de millions de dollars qui partent là-dedans. Et ils vont jamais faire de l'argent. Donc il y a aussi des actionnaires qui sont pas contents. Voilà. Et revenir concurrencer, c'est fini pour Boeing, les mecs. Boeing ne concurrencera plus SpaceX dans aucun domaine. Et ils le disent eux-mêmes. On est à combien de coût total pour Starliner? On doit être à 2 milliards de dollars maintenant, je pense. Quasiment. De pertes sèches. Et ça va continuer. Donc Boeing ne peut plus se permettre, tout simplement. Donc vous regardez, ça c'est le planning de SpaceX pour les prochains jours. On a eu un Starlink hier, on a un Starlink demain, on a du KoreaSat, sûrement pour du télécom coréen, le 11, et on a 2 autres missions Starlink de prévues le 12 et le 13. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ils ont encore tiré, ils ont tiré le 7, 9, 10, 11, 12, 13. C'est des malades. On a eu d'autres tirs cette semaine qui sont totalement passés sous les radars. Mais moi, j'étais là. On a eu d'autres tirs. On a les Russes qui ont tiré de Votochny. On n'est pas habitué à voir Votochny. Pourtant, ça monte en puissance. Donc, c'est le nouveau pad des Russes où ils voudraient tout centraliser à long terme. Ils ont plusieurs pads. Ils ont Baïkonour au Kazakhstan qui les emmerde parce qu'ils doivent payer la facture et le bail au Kazakhstan. Et le Kazakhstan est gourmand au niveau de ce qu'ils demandent. Vous avez Plesetsk, pas loin de Moscou. Et vous avez Votochny qui est leur nouveau pad en Sibérie. Donc là, on avait... il est beau leur nouveau pad, hein. Tengreen, mate-moi un peu le machin. C'est propre, hein. Ah bah c'est fini tous les trucs rouillés, là, c'est du propre. Ah, c'est du tout. Donc c'était plusieurs satellites de télécom. Il y avait 2 satellites pour l'Iran aussi. Il y avait un peu, voilà. Le pad est magnifique. Tout ça, c'est tout neuf, hein. Quelle belle fusée Soyuz, hein. On s'en lasse pas, hein. Avec le déploiement de charges utiles. Il y avait plusieurs satellites. Il y avait du satellite iranien aussi. Voilà, donc il y avait un peu de tout. Le vol s'est bien passé. Donc ouais. Donc les Russes tirent toujours. Hein. Les Russes tirent toujours. Hein. Hop là. Et on a eu un oiseau rare qui commence aussi à arriver. C'est la nouvelle fusée japonaise H3. Donc là, Tengreen est tiré pour le ministère de la Défense. C'est pour ça qu'ils ont été très discrets sur ça. Donc c'est la nouvelle fusée japonaise qui doit remplacer la H2A et qui commence peu à peu à monter en puissance. Ils avaient loupé le premier tir, mais là maintenant on est au 3e tir, Tengreen, ou 4e tir de la H3. Mine de rien, ils ont ça monte en puissance. Ah bah maintenant ça commence à être rodé. Hein, ouais, hein. Donc voilà la H3 au pad. D'où tirent les Japonais? Et ils tirent de Kagoshima, non? C'est au sud de la péninsule, là. Negashima, ça. C'est Negashima. Main engine start. SRB3 点火 lift off. Three boosters ignition and lift off. H3 ロケット4号機は2024年11月4日午後3時48分00秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。We have a successful liftoff of H3 launch vehicle flight number 4 from JAXA Tanegashima Space Center at 3:48 p.m. and 0 seconds on November 4th, 2020. Donc ouais, le vol là encore s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, mais c'est chouette de voir les H3. Si Trump stoppe la guerre en Ukraine, les Russes pourraient bosser avec SpaceX. Non, tu peux oublier ça,
avant une bonne décennie. C'est pas parce que tu signes le papier de la fin de la guerre que tout va être oublié, annulé d'un claquement de doigts. Il y a encore beaucoup de sanctions, il y a encore beaucoup de mentalité. Va falloir reconstruire l'Ukraine qui va payer la facture. Tu peux être sûr que va falloir que beaucoup d'eau coule sous les ponts. Et pas sûr que les Russes aient envie de bosser avec Musk non plus. Hein. C'est plus compliqué que ça. Et pour l'instant, c'est un énorme niet, tu vois. Genre c'est non. Vous pouvez oublier ça. Les Russes sont dans leur monde au niveau spatial, ils tirent pour leurs besoins. Et il n'y a plus de coopération. Bah là, ils ont tiré pour l'Iran, voilà. Mais il n'y a plus de coopération internationale à proprement parler. Voilà. On va aller voir du côté de... Ouais, donc vous avez vu que ça, pour les Falcon 9, ça dépote. Hein, Je pense pas qu'ils vont arriver à 140 tirs, mais ils vont pas en être loin. Ce qui est déjà totalement dément. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est plus que ce qu'on n'a jamais tiré de l'histoire de l'aérospatiale en une année. Et c'est des malades. C'est juste eux. Ah, hein, ils tirent sur plus... une planète. Hein. Ah, on est sur une planète. Hein. Ils tirent plus que tout le reste de la planète mis ensemble, dont les Chinois. Ce qui est terrifiant aussi, voilà. Ils ont la Chine pour partenaire majeur, que dalle. Les Chinois, ils ont tout appris avec les Russes, et ils n'ont plus besoin des Russes. Les Chinois sont meilleurs que les Russes dans tous les compartiments. Ils n'ont plus besoin des Russes, mais ils ont appris d'eux, sans aucun doute. Et il n'y a qu'à voir les premiers designs des Chinois, c'était que des designs soviétiques. Hein. Mais aujourd'hui, les Chinois n'ont plus besoin des Russes. Pourquoi se faire chier avec les Russes? À moins que les Russes payent la facture, peut-être, dans ce cas-là. Bon, la news. On sait qu'on a le vol 6 de Starship qui est pas loin. On a une NOTAM qui est sortie, donc c'est la FAA qui fait ça officiellement. C'est les zones d'interdiction navale et aérienne pour un tir. Généralement, quand il y a ça qui sort, on peut subodorer qu'il y a une odeur de tir, surtout avec toutes les coordonnées GPS et tout ça. Donc ouais, on était... les coordonnées, pardon, tout court. Donc ouais, il y a un tir de prévu pour le 18 novembre, Ten Green. Dans exactement 9 jours, Ten Green. Oh là 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 là. Ça va vite. On est de retour aux affaires, un nouveau vol. Donc ouais, ça sera B13 et S31 qui iront au pad. Et le lendemain de l'élection américaine, hein, tout ça, alors il y a un peu de chance sur la FAA qui publie la NOTAM, mais on a aussi eu SpaceX qui nous a publié... ouais, on va faire ça maintenant. Le résumé du vol 5. SpaceX est très bon en com. On est sûr que c'est Starship. Ah, écoute, je vais répondre... La NOTAM concerne Boca Chica et les alentours de Boca Chica. Qu'est-ce que tu penses si tu me demandes si on est sûr que c'est Starship, c'est que on peut supposer qu'il y a peut-être autre chose. C'est comme ça que je comprends ta question. Alors El Famoso, est-ce que tu penses qu'il y a une autre fusée qui peut décoller de Boca Chica? Voilà. Ton acolyte doit enlever le micro de sa bouche. Laissez Ten Green tranquille. C'est vrai que ton micro est merdique, Ten Green. Hein. C'est pas le mien. Ah bah voilà. Il est pas chez lui, peut-être. Ah non. Ah bah voilà, vous avez vu? Ah ouais, on a l'habitude. Bah oui, il est pas chez lui, voilà. Effectivement, j'avais pas entendu que ça concernait Boca. Allez, si je te dis que c'est une NOTAM qui concerne Starship, c'est que ça concerne Boca. Voilà. Donc ouais, c'est pour Boca Chica et tout ça. Donc ouais, on a la vidéo récap du vol 5. La com de SpaceX, il y a plein de prises de vue qu'on n'avait jamais vues du vol. On va regarder une première fois et après on repassera une deuxième fois pour regarder un petit peu et analyser. Je mets le son à fond. Super. Attention all flight crew members, this is the final go no go poll for operations. Raptor 1. Raptor, let's go. Raptor 2. Go. Stage 1. Go. Stage 2. Go. Flight director is go for launch. We have liftoff. Vehicles switching downrange. Max Q. Ship engine startup. Oh les... C'est en 4K hein. Booster, respect. Il y avait plein de plans qu'on n'avait jamais vu en fait. Ils ont beaucoup de caméras. Oh là là. On voit le chip derrière et tout, c'est dingue. Confirming 30 seconds to make that decision.
10 seconds till catch decision. Hot stage separation confirmed. Flight director is go for booster return. Operator go vote is set true. We are go for catch. Booster coming in hot for booster. On l'avait jamais vu ça, la caméra tracking comme ça. Incroyable. Booster FTS is saved. I can't wait for us to hear the sonic boom. Booster landing burn startup. Oh, regardez les ondes de choc dans les nuages, incroyable. Et même au sol. C'est la folie. C'est dingue, hein. En 4K là. Ouf. On s'en rappelle, on était là, hein. On était là. Sevilla has caught the booster. Ship avionics power function nominal. Starship has entered the atmosphere. Starship is approaching the peak heating phase of entry. On est rentré dessus l'océan Indien. Landing burn startup. Oh là 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 là. Ils ont amplifié la luminosité. Ouais, le famoso, ils vont faire des choses différemment. Déjà, l'amérissage aura lieu de jour. Eh, on en parle de ça. Des caméras qui sont restées allumées avec la flotte. Incroyable. C'est beau. Ah ouais, truc de fou. Hein. Hop là. Bon, vous irez la voir si vous voulez, hein. Vous irez la voir. Mais ouais, ce qu'on attend du vol 6, sachant que c'est pas du V2, en fait, ils ont accompli tous leurs objectifs et ils se retrouvent avec un Starship en trop. C'est emmerdant pour eux, ils ont un Starship en trop, mais ils ont déjà la licence de tir pour le tirer. Ils peuvent le tirer. Voilà, ils peuvent le tirer et bah, ils vont le tirer. Donc 18 novembre, ils vont faire la même chose, mais ils vont changer 2-3 choses. Déjà, là, à chaque fois, vous avez remarqué, on tire assez tôt. On tire vraiment au lever de soleil. Cette fois, de Boca Chica, ils vont tirer vers 16h locale. 16h. Donc nous, ce sera sûrement du 20h en soirée. Donc on aura une minute spatiale à 20h. Et on aura un vol tardif. Comme ça, on va avoir un amérissage dans l'océan Indien de jour. Ten Green, ils vont nous faire un petit amérissage de jour, on espère, avec la bouée. Là, vous avez vu de nuit, c'était chouette. Et ils vont aussi allumer un Raptor en orbite. Ça sera la première fois qu'ils vont rallumer un Raptor en orbite. Bon, ils vont récupérer de la data. Et ils vont même essayer de casser leur Starship en faisant un angle d'attaque qui va augmenter les contraintes thermodynamiques sur les flammes. Donc ça sera pas exactement le même vol. Ils vont essayer d'être plus brutal. Ils peuvent se permettre de le casser. Ils ont déjà récupéré ce qu'ils veulent. Donc ils vont taper encore plus fort sur le Starship pour essayer de le casser. Et donc ouais, ça va être un vol un peu différent, mais qui devrait être quand même similaire. Et ils vont forcément essayer de rattraper le booster une deuxième fois. Ça serait fou, hein. T'imagines, Ten Green, il nous rattrape deux fois les 2 premiers boosters avec succès. Ouais, incroyable. Hein. Ça serait de la folie, hein. Donc ouais, ça va être un truc de zinzin. On a d'ailleurs, regardez, voilà, S31. Ce sont des grands malades, complètement. Complètement, il n'y a pas d'autre mot pour définir ce qui se passe à Starbase en ce moment. L'humour des techniciens chez SpaceX est légendaire. Monsieur Banane, voilà. Monsieur Banane. On a juste traité l'actualité pour le moment. Et rappelez-vous qu'il y a un deuxième pad en construction, que ça avance très très vite, et il faut que ça avance très vite. Parce que l'année 2025 va être chargée. On a un moment 2 Starships qui vont décoller quasiment la même semaine. Et il faut un deuxième pad. Donc ils sont en train de construire la deuxième ils sont en train de construire la deuxième OLT. Mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc vous voyez que le design change. Et là on a une Orbital Launch Table OLT
qui ressemble absolument pas à l'autre. C'est assez dingue, mais ça avance très très vite, Ten Green. Hein. Sympa le design là. Ça va faire une espèce d'assiette. Ah, je suis curieux de voir quand ça sera fini. Moi pour aussi. comparer les deux et quand ils vont leur tirer dessus pour la première fois, si elle résiste mieux, comment elle se comporte face à ça. Est-ce que système de déluge, on sait qu'il y a une tranchée en construction. Vraiment, on va avoir deux designs totalement différents pour les deux tours. Donc ils ont beaucoup appris de la première tour et du premier design du pad. Donc là, ils sont en train de faire un pad qui est quand même assez diamétralement différent. Sûrement que ça va être optimisé avec tout ce qu'ils ont appris. On sait qu'il y a une tranchée à masser. Donc ils se sont décidés à faire une tranchée. Ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent dès le début. Mais bon, c'est pas nous qui allons expliquer aux ingénieurs comment bosser. Hein. Voilà. Bon, voilà pour la petite actu. Donc rendez-vous, c'est quand le 18 ? Le 18, ça sera un lundi. Lundi 18, 20h. Je serai sûrement en live à partir de 19 ou 18h. Et on aura un putain de tir de jour avec amérissage de jour dans l'océan Indien. Ça va être absolument incroyable. Et ils vont essayer de récupérer le booster. Donc c'est dingue qu'ils tirent aussi vite. On a du mal à concevoir ça. Mais voilà. Bon. Parlons maintenant du sujet qui intéresse les gens. Parlons de l'élection de Donald Trump. Et surtout des conséquences que ça pourrait avoir sur le spatial américain. Voilà, donc il y a un super article qui est sorti de Eric Berger sur le sujet où il essaie de supposer les choses parce qu'on, pour l'instant, vous savez, l'élection est fraîche. Donald Trump, il sera vraiment intronisé qu'en janvier prochain. Donc il y a encore tout ça est très récent. Alors, c'est pas la première fois qu'on a des élections, d'accord, hein, c'est pas la première fois que Trump aussi est là. Trump, il a déjà été élu hein, en 2016. Il a été élu. Et ça s'est pas mal passé hein, pour le spatial. Hein. Trump il a continué ce qu'avait lancé Barack Obama en termes de transition. Et ça s'est très très bien passé. Il a créé les Space Force. Comme dit Ten Green confirmera, on a eu la chance d'avoir quasiment 4 administrations à la suite qui ont fait du bon travail au niveau du spatial, avec de la continuité à chaque fois. Et moi je suis très content de ce qu'avait fait l'administration Trump de 2016 à 2020. J'ai été très content de ce qu'a fait l'administration Biden-Harris de 2020 à 2024. Vraiment, je serais enclin à taper sur Biden et Harris pour autre chose, mais au niveau du spatial, ils ont été réglo. On a tous eu un peu peur quand Bill Nelson, le nouvel administrateur, est arrivé, parce que c'était quand même c'est un sacré politicien, Bill Nelson, mais aussi un ancien astronaute. Et Bill Nelson a été un incroyable administrateur de la NASA. Et ouais, preuve que vous pouvez avoir des transitions brutales, de passer de démocrate à républicain à démocrate et compagnie, et pas pour autant avoir des cassures majeures en termes de continuité. D'accord ? Donc ouais, vous allez... donc c'est pas exceptionnel, c'est des choses qui arrivent, et on sait que Trump est un pro-espace. Quoi qu'il arrive. Trump est un pro-espace, il l'a prouvé en 2016, pardon. C'est lui qui a créé les Space Force, c'est son administration qui a créé le programme Artemis. Voilà. Donc, les gens qui nous prédisent la fin du monde, oubliez ça, Trump, il a déjà été aux affaires et aux manettes. Alors... Je vois beaucoup de gens qui hurlent sur cette élection. Je vais essayer de vous la résumer en une courte phrase. Trump n'a pas juste gagné. D'accord ? Il n'a pas juste gagné l'élection. Il l'a gagné parce que les Américains appellent a landslide, par un glissement de terrain politique. Sa victoire est totale, n'est pas contestable. Vous comprenez qu'il y avait 3 élections en jeu ce soir-là. Il y avait l'élection présidentielle et les 2 élections des chambres hautes. Et Trump n'a pas seulement gagné l'élection présidentielle en récupérant tous les swing states. Il a récupéré tous les swing states. Donc on avait l'Arizona, le Nevada, Géorgie, Caroline du Nord, Iowa, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Il a tout récupéré. Et en plus, il a récupéré les 2 chambres hautes. Si vous voyez les démocrates qui font la gueule aujourd'hui, c'est que les démocrates ne peuvent pas contester cette victoire absolue. Vox Populi. Les Américains ont choisi Donald Trump et ils ont massivement voté pour.
C'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas bien, hein, je m'en fous moi. Hein. Mais c'est un fait. Et l'administration Trump a remporté collège électoral, le vote populaire. Vous pouvez pas faire une victoire plus cinglante que ça. Et ça va avoir un poids. Vous pouvez pas contester cette administration. Elle a été totalement... Elle a... Comment est-ce qu'on dirait ça? Elle est légitime. Elle a tout gagné en fait, donc tu ne peux pas contester quelque chose qui a tout gagné. Ultra légitime, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le spatial. Vous avez vu qu'il y a déjà eu des changements d'administration, ça s'est très bien passé. Entre démocrates et républicains, tout le monde a voulu garder la continuité du spatial. Il y a un élément X aujourd'hui. J'ai fait un jeu de mots sans le vouloir. Il y a un élément perturbateur aujourd'hui dans tout ça. Quel est cet élément perturbateur, Ten Green? Elon Musk. Elon Musk, absolument. Musk, alors, moi je suis pro SpaceX, pro Trump, pro Musk, mais je vais mettre mes biais de côté et on va parler du problème, Elon Musk, et peut-être du trublion qu'il est à ce poste. Musk, c'est le patron de SpaceX. Je parle suffisamment de SpaceX pour que vous vous rendiez compte à quel point SpaceX est dans une position déjà dominante sur le marché. SpaceX, avec un soutien politique mineur, SpaceX est déjà sur le toit du monde. Récupère tous les contrats, ils sont excellents, ils travaillent bien, ils sont là parce qu'ils sont bons, et ils ont fait ça avec un support politique mineur. Musk, pour des raisons X ou Y, a décidé de se mettre en politique et de tout miser, et je dis bien absolument tout, sur Trump. C'est le genre de Musk. Musk a fait un pari qui aurait pu tout lui coûter. Hein. Si Harris passait, c'était la fin de Musk. Hein. Elle l'aurait mis en prison, hein, Musk. Hein. Elle se serait démerdée, mais elle se serait débarrassée de Musk. Musk a tout misé sur Trump. Son pari est passé, d'accord? Et bah, maintenant, Musk se retrouve dans une position assez conflictuelle où on peut se demander quel est l'avenir du spatial. On sait que Musk est un anti-bureaucratie, anti-technocratie, il veut des résultats, et on va lire un peu l'article très intéressant qu'a écrit Eric Berger sur le sujet, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'incertitudes, énormément d'incertitudes sur le sujet. Alors, les politiques spatiales, qui sont peut-être sur le point de devenir pretty wild, sauvages, voilà. Monter en selle, cowboy, ça risque de secouer pas mal pour un moment. Voilà. La communauté spatiale s'est réveillée avec une nouvelle réalité mercredi matin. Certains avaient plus la gueule de bois que d'autres, je vous le cache pas. Hein. Donc, Elon Musk, qui a clairement aidé Donald Trump à se faire élire, en faisant campagne pour lui activement, et en signant aussi quelques chèques. Même si ça reste pas grand-chose comparé à ce que tous les milliardaires ont donné à Kamala Harris. C'était d'ailleurs, je pense, le seul milliardaire qui était ouvertement pour Trump. Donc Musk est déjà, avec SpaceX, le joueur dominant dans le spatial occidental, pas juste américain. Hein, voilà. Aider, c'est un faible mot. Bon, je suis pas d'accord. Harris avait absolument tout pour elle. Elle a levé plus d'1 milliard de dollars, bien plus que ce que Trump a levé. Elle avait tous les médias traditionnels pour elle. Musk a amené Twitter et un peu d'argent, mais pas grand-chose par rapport à ce que Harris avait. C'est une victoire populaire terrible. Voilà. Et l'aide de Musk, même aussi, n'est pas si importante que ça. C'est un ras-le-bol général, et les Américains ont voté. Voilà. Musk a fait une campagne incroyable. Je pense aussi. Entre autres en Pennsylvanie, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc ouais, donc maintenant qu'on a Trump au pouvoir, bah on a Musk qui est un peu un de ses bras droits. Mais de ce qu'on sait, c'est que Musk n'a pas de position officielle probable dans le futur gouvernement. Musk aura un portfolio extrêmement large dans cette administration, à condition que ses relations avec Trump restent positives. Ça va donner possiblement, tout ça c'est de l'ordre du conditionnel les mecs, hein. Ça va donner possiblement à Musk des pouvoirs assez extraordinaires dans certaines zones gouvernementales. Cela inclut entre autres le vol spatial. Bah ouais, il a déjà et ça pose déjà un conflit d'intérêts. Hein. Le mec va avoir peut-être un pouvoir décisionnel sur le spatial américain, mais il est déjà à la tête de la compagnie qui gère quasiment tout le merdier. Voilà.
déjà cette semaine, il a été sollicité, il a sollicité des idées de ses collègues. Le New York Times, à prendre avec des pincettes, le New York Times, hein, fait le rapport que Musk aurait déjà conseillé à Trump d'engager des employés clés de SpaceX dans sa nouvelle administration. Cela inclut le département de la défense, le DoD. Cela reflète, et je suis d'accord, l'énorme conflit d'intérêts que Musk va devoir faire face pour tout ce qui touche au Space Policy, donc l'administrative spatiale. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, il y a un problème de conflit d'intérêts. Voilà. Ces actions pourraient forcément apporter un bénéfice majeur à SpaceX, même s'ils en ont déjà pas besoin, vu qu'ils remportent déjà tous les contrats. Voilà. Dont il est l'actionnaire majoritaire, et c'est lui qui décide de toutes les décisions majeures. N'en déplaise à certains, Musk est encore le patron de SpaceX, même s'il gère plus le train-train quotidien, c'est Gwynne Shotwell, sa première lieutenant, qui gère ça. Mais Musk a encore son mot à dire sur beaucoup de choses. Voilà. Il est inimaginable qu'il puisse candidater pour la présidence. Mais non, mais il peut pas légalement parlant. C'est comme Schwarzenegger, c'est un Sud-Africain, il est sud-africain, hein, Musk. Et il aime pas la politique, Musk. N'oubliez pas que Musk n'aime pas la politique et qu'on l'a forcé à être là. Les démocrates ont chié sur Musk. Musk était démocrate il y a encore 10 ans. Donc posez-vous, je le dis souvent, mais posez-vous la question, pourquoi autant de démocrates dans les 5 dernières années ont basculé républicains? Moi, je connais la réponse. À vous de chercher pourquoi. Donc ouais, donc ouais, voilà, blablabla, it will be yoji, oui. Donc ça va devenir extrêmement dynamique dans les prochains mois, d'une façon un peu bizarre, parce que Musk va possiblement se retrouver en position de pouvoir gérer énormément de choses directement de lui-même, mais peut-être sans aucun titre officiel. Normalement, de tels conflits d'intérêts seraient mis en avant, ou alors seraient dénoncés au sein d'un gouvernement, mais Trump a déjà montré qu'il n'avait que faire de ce genre de normes, en tout cas lors de son premier mandat, et un moyen de contourner ça serait de donner à Musk le titre de Special Advisor, donc de conseiller spécial, voilà, qui lui permettrait en fait de ne pas se retrouver en conflit avec certaines lois fédérales de conflit d'intérêts. Voilà. Conseiller spécial de la Maison-Blanche, absolument. Donc c'est très possible que le patron de SpaceX pourrait se retrouver comme l'un des conseillers les plus importants des États-Unis pour tout ce qui touche au spatial, tout simplement. Et au diable, les conflits. C'est ce qu'on vous dit là, on s'emballe des conflits d'intérêts. Musk possède de nombreuses faiblesses et de nombreux défauts en tant que leader, mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui contester, c'est les résultats. C'est les résultats. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, Musk est quelqu'un qui, quand il se fixe des objectifs, les accomplit. Voilà. Son intuition pour tout ce qui touche à l'industrie, comme pousser en avant tout ce qui touche le réutilisable, le spatial, l'internet dans le spatial avec Starlink, ont été corrects. Et dans un vide comme il y a aujourd'hui, ce ne serait pas nécessairement quelque chose de mauvais d'avoir Musk qui pousse sa vision au niveau de tout ce qui touche le spatial, le vol spatial aux US dans le 21e siècle. Et forcément, ça pose un conflit d'intérêts majeur. Vous voyez un peu les deux points. C'est que Musk est quelqu'un, possiblement, que vous voulez avoir à cette place, mais c'est aussi le patron de SpaceX. Vous avez un conflit d'intérêts majeur à ce niveau-là. Et je suis le premier à l'admettre, hein, sans aucun doute. Hein. Mais alors que le spatial est en effet un énorme vide, il y a... J'adore la phrase, hein. Il y a énormément d'oxygène à Washington. Très simple. C'est vrai que l'espace sur le papier, c'est du vide à saisir. Mais vous avez de l'oxygène à Washington, vous avez un État fédéral avec ses règles, avec ses intérêts, voilà. D'ailleurs là, il vous dit que être un journaliste du spatial, c'est devenu extrêmement intéressant cette semaine, mais aussi très difficile. J'ai vu le pauvre Eric Berger se faire insulter, les gens, les démocrates aigris sont là, oui, mais Musk est un nazi, un facho. N'insultez pas les gens de nazis et fascistes, ok? Ne le faites pas, vous décrédibilisez votre position. Voilà, vous décrédibilisez votre position quand vous faites ça, vous montrez que vous êtes intellectuellement limité parce que vous ne savez pas qui sont les nazis, vous ne savez pas ce qu'est le fascisme, parce que les nazis et les fascistes sont deux entités totalement différentes et diamétralement opposées sur beaucoup de choses. Et n'employez pas ces mots, d'accord? Utilisez des vrais arguments, comme là, Eric Berger vous a montré qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs et tout ça, c'est le genre d'argument qu'il faut sortir.
Ne donnez pas des noms d'oiseaux aux gens, vous allez juste passer pour des imbéciles et des ânes à nos yeux. Voilà. Donc ouais, là, il vous dit, le pauvre Eric Berger, qu'il a pris cher, parce que il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de ce qu'il disait. Voilà. Alors, passons à la NASA. Donc ouais, on vous dit que Musk peut avoir une position très importante dans le prochain gouvernement, avec les conflits d'intérêts qui va avec, mais qu'on est prêt à faire fi de ces conflits d'intérêts, parce que Musk apporte des résultats. Voilà. Apporter de l'efficacité à la NASA. Commençons avec la NASA, qui est, on connaît la NASA, je parle suffisamment de la NASA pour parler de l'énorme entité, du mammouth bureaucratique que c'est, mais que malgré ça, la NASA fait des choses assez incroyables, je suis le premier à le dire aussi, mais qu'elle est en effet congestionnée par la bureaucratie. Et ça, c'est fait volontairement pour que les membres du Congrès qui écrivent les budgets puissent chercher à récupérer l'argent du même budget qu'ils donnent à la NASA. Voilà, je parle souvent de la SLS. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle pork and fat, le porc et la graisse, qui consiste simplement à donner du budget pour récupérer ce même budget, après le distribuer dans les États. La seule raison d'exister de la SLS, c'est littéralement ça. Voilà. Il y a deux décennies de cela, un ingénieur qui s'appelait Mike Griffin, d'ailleurs que Musk avait cherché à recruter en 2002 comme premier ingénieur en chef, était devenu l'administrateur de la NASA sous le président Bush. Et l'administrateur Griffin avait en effet noté qu'il y avait 10 pôles technologiques majeurs de la NASA aux US et que ces 10 pôles technologiques se tiraient en plus dans les pattes pour récupérer les budgets, les programmes, et qu'il y avait même une petite guerre civile au sein de la NASA, tellement elle était devenue énorme au niveau bureaucratique, et ces 10 centres d'intérêt technologique majeurs dispersés aux quatre coins du pays faisaient qu'on perdait beaucoup d'argent, beaucoup de temps, pour simplement parvenir à un résultat final. Voilà. Et que les choses n'ont pas forcément changé. Alors néanmoins, depuis 2 décennies, blablabla, ça nous intéresse pas, ça parle justement des problèmes en interne de la NASA et de la dispersion de ses moyens technologiques et financiers. L'espace ne va pas vite, ou n'est pas efficace, lorsque c'est fait par des comités. Et c'est comme ça que la NASA opère. Ce sont des comités au sein des comités qui sont eux-mêmes contrôlés par d'autres comités. Voilà, ça s'appelle de la bureaucratie qui congestionne le système. Musk a répété à de très nombreuses reprises qu'il veut apporter de l'efficacité dans le gouvernement américain et s'est même mis comme objectif d'identifier 2 trillions 2000 milliards de dollars d'économies. On ne peut pas nier que la NASA, en effet, pourrait être plus efficace avec moins de centres et moins de pôles technologiques qui se tirent dans les pattes pour un budget mince. Et qu'on pourrait peut-être supprimer certaines couches de la NASA au niveau de son management, au niveau des ressources humaines et tout le team. Mais est-ce que l'administration Trump aura les baloches, aura les couilles de commencer à fermer des pôles entiers? Sans aucun doute que le leadership, qu'importe qu'il soit démocrate ou républicain au Congrès, comme par exemple l'État de l'Ohio, se battra bec et ongle pour garder ouvert le centre de recherche Glenn dans l'Ohio, justement. Donc là, c'est même plus une question d'être partisan démocrate ou républicain, c'est qu'on va commencer à fermer des centres, mettre des gens au chômage et tout ça. Donc vous pouvez vous en douter, vous allez avoir... Ça va gueuler. Pardon, Tangrine? Ah bah ça va gueuler, les gens. Bien sûr que ça va gueuler. À chaque fois que tu fermes des usines, Tangrine, les gens gueulent, hein. Voilà. Bah ouais. Donc ça va être un des challenges de l'administration Trump et de Musk, c'est que s'ils commencent à vouloir faire des coupes dans certains secteurs inutiles, ou qui dépensent trop pour pas assez de retours, ils vont peut-être avoir des retours de bâton politiques, même au sein de leur propre camp. Voilà. Un des outils que la NASA a utilisé dans la dernière décennie pour augmenter son efficacité, c'est d'acheter des services. C'est tout l'émergence du commercial privé dont SpaceX est issu, plutôt que de tout faire en interne comme la capsule Orion. Le plus bel exemple de ça, c'est simplement le ravitaillement et les vols habités pour l'ISS qui ont été entièrement privatisés et dont SpaceX désormais a la clé avec entre autres la chute de Starliner. Mais la NASA a étendu cette approche à absolument tout ce qu'elle couvre,
ça va des communications spatiales jusqu'à les atterrisseurs lunaires, voire même, peut-être dans la prochaine décennie, une station spatiale opérée de façon privée. Voilà. Le Congrès n'a pas toujours vraiment apprécié cette transition, parce que ça a diminué son influence, et c'est vrai, sur comment rediriger les fonds depuis les pôles politiques, les pôles technologiques de la NASA, directement dans les États. Le Congrès s'est toujours battu bec et ongles pour empêcher la privatisation de l'espace, pour des raisons financières et d'influence. Voilà. Néanmoins, la NASA, contre toute attente, a continué dans cette direction, a repoussé toutes les contradictions et les plaintes du Congrès, parce que ça a permis de diminuer les coûts de l'agence, et ainsi de remettre ses fonds ailleurs et d'être plus efficace. Voilà. Donc c'était un pari osé qu'a lancé d'ailleurs l'administration Obama. C'est Obama qui a lancé ça. Donc quand je vous dis qu'il y a eu une continuité entre Obama, Trump et l'administration Biden-Harris, c'est littéralement l'exemple que vous avez là, que tout le monde a supporté ça contre vent et marée, malgré qu'on était républicain ou démocrate. Voilà. Et là encore, on a un problème, un conflit d'intérêt majeur avec Musk. C'est que la raison primaire que la NASA utilise SpaceX, c'est le succès de SpaceX. D'autres compagnies privées qui ne sont pas appelées SpaceX ont du mal à rentrer en compétition pour obtenir l'argent de la NASA. Et c'est la même chose avec les Space Force. C'est la même chose avec les Space Force. Donc ouais, il est difficile d'être en compétition avec SpaceX. Voilà. Et là, d'un coup, on a Elon Musk. Qui se retrouve tout là-haut, alors que sa compagnie est déjà en train, et je le dis souvent, SpaceX est en monopole, et il n'y a même pas un monde où Musk ne va pas peut-être favoriser un peu sa compagnie. Voilà. Donc on a déjà SpaceX qui est sur le toit du monde, et ça pose un conflit d'intérêt majeur à ce niveau. C'est qu'on a déjà le New Space qui est un peu étouffé par SpaceX, et d'un coup on a le patron de SpaceX qui va peut-être écrire ou commencer à tailler dans le gras du spatial américain pour que l'argent circule mieux, mais sauf que SpaceX est déjà ultra compétent. SpaceX va récupérer encore plus d'argent. Vous comprenez peut-être pourquoi ça fait grincer certaines dents, et je suis le premier à le dire. Moi, je pense pas que ce soit une bonne chose que Musk se retrouve en situation de pouvoir comme ça, même si je suis aussi content parce que je sais que Musk a une vision, un objectif, et qui va faire chier les bureaucrates et technocrates. Donc vous pouvez être tiraillé entre les deux, vous voyez, ce qui est mon cas. Et maintenant, parlons du programme Artemis. Aïe, le programme Artemis, d'ailleurs, qui avait été lancé par l'administration Trump en 2017, je crois. Et je l'ai souvent dit, le programme Artemis est une abomination politique et technocratique. C'est un programme qui va nulle part en voulant tout faire. C'est un programme politique qui est géré par des comités qui sont juste là pour l'argent et redistribuer l'argent. Ils ont déjà dépensé 100 milliards de dollars et pour l'instant, ils vont nulle part. Voilà. Donc la plus grosse question, c'est quelles vont être les conséquences de tout cela pour le programme Artemis et le retour des hommes sur la Lune. Voilà. Le programme de la NASA ne va nulle part. Il y a des problèmes en termes de dépenses, en termes de timeline. Et voilà. C'est très improbable que l'annulation d'Artemis soit sur la table, d'accord? Déjà parce que c'est la première administration Trump qui a créé Artemis il y a 6 ans. Néanmoins, et ça on le sait, c'est que Musk, son objectif n'a jamais été la Lune, mais Mars, et d'envoyer des hommes sur Mars. Voilà. Et même si l'approche lunaire a toujours été la clé d'Artemis, Trump qui aime la grandeur et les symboles, écoute Musk, et Musk a dit à Trump que ce serait possible d'envoyer des hommes sur Mars avant la fin de son mandat. Donc fin 2028, début 2029. Ça, moi, j'y crois pas une seconde. Hein. Vous oubliez des hommes sur Mars en 2028, les mecs. Hein. On n'arrive déjà pas à aller sur la Lune. Mars, le challenge technologique pour aller sur Mars est totalement fou. Par contre, envoyer des Starships vides en 2028 sur Mars, sans aucun doute. Ça, c'est possible. Par contre, des gens vous oubliez. Voilà. Donc l'architecture du programme Artemis a toujours été développée autour d'une politique, d'une philosophie. D'abord on va sur la Lune, puis on enchaîne sur Mars. Néanmoins, l'idée d'aller sur Mars a toujours été quelque chose d'extrêmement nébuleux pour la NASA, sachant que toutes les ressources passent dans le programme Artemis, qui coûte horriblement cher, avec très peu de résultats pour le moment. L'arrivée de Musk
l'arrivée de Musk dans toute cette affaire va peut-être provoquer une accélération majeure de la NASA. En cas de peut-être que, vous savez, peut-être que Musk va débloquer du budget pour la NASA. Il y a un monde, il y a un univers où le budget de la NASA va exploser. Simplement pour commencer à préparer une mission sur Mars. Je suis incapable, Eric Berger, l'auteur, est absolument incapable de vous dire quoi que ce soit. Comme je dis, on est dans ce que les anglo-saxons appellent de uncharted territory. On est vraiment sur un territoire totalement inconnu sur ce qui va se passer. Là, on vous fait que des suppositions que Musk est imprévisible, comme Trump, et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il va se passer des choses. Et c'est bien. Vous savez que moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose. Hein. Malgré tout le problème des conflits d'intérêts et tout, avoir un mec comme Musk en position de pouvoir, mais c'est parfait. Musk, il a une paire de couilles, et il va secouer le merdier. Et il va en tomber des bureaucrates et des technocrates qui siphonnent de l'argent. Donc, moi, ça me va. Hein. Oh là là, Tengrid, un autre sujet. Le programme Artemis repose sur une fonction clé qui est la SLS. Et le programme est la capsule Orion, qui permettent d'envoyer des astronautes depuis une orbite lunaire sur une orbite lunaire. John Clafouti, merci pour le sub. En effet, ça n'a rien à voir, John Clafouti, c'est pas l'endroit pour venir parler de ça quand je fais un exposé, quoi. Incroyable. Merci pour le sub. Terrible, hein. De façon alternative, alors blablabla, il n'y a même pas... Alors, c'est clairement sur la carte, mais... Annuler la SLS, c'est sur la table, les mecs, hein. Jamais la position de la SLS n'a été aussi précaire avec Musk qui est aux manettes ou qui susurre à l'oreille de Trump, hein. Voilà. Donc on pourrait avoir... Vous savez que la SLS n'existe que pour des raisons politiques. Il y avait des alternatives. Tengrin se rappellera de l'administrateur Bridenstine qui avait proposé qu'on utilise plutôt une version modifiée de la Falcon Heavy pour peut-être mettre Orion en orbite avec une capsule Crew Dragon pour amener les astronautes. Hein. Voilà. Et il y avait des alternatives à la SLS. Elles ont été balayées. Bridenstine a failli se faire virer pour des raisons politiques, qu'il y avait certains congressmen qui voulaient à tout prix récupérer l'argent de la SLS. Entre autres, dans certains états du sud, comme l'Alabama et compagnie, avec Huntsville et tout ça, qui sont des bases arrières du vieux space américain. Et donc la vraie question, c'est à quel point est-ce qu'à la NASA, on va commencer à réfléchir on sait que la NASA voudrait se débarrasser de la SLS aussi. Hein, voilà. Combien de personnes au chômage s'ils arrêtent la SLS? Bubok vient de mettre le doigt sur la question importante. Bubok, une estimation, je te dirais plus de 5000. Hein, plus de 5000 personnes, voire plus. C'est déjà compliqué, surtout pour les États du Sud en plus. Entre 5000 et 10 000 personnes qui se retrouveraient au chômage si on arrête la SLS du jour au lendemain. Donc voilà. Donc ouais, il y a une chose claire, c'est que jamais en 15 ans, annuler la SLS, le programme de la SLS n'a jamais été autant sur la table. Ça va être un test extrêmement acide pour la rhétorique de Musk et de Trump autour de l'efficacité du gouvernement. Bah oui, si vous voulez économiser des milliards de dollars, ferrailler la SLS. La SLS, c'est déjà 20 milliards de dollars. Elle coûte 4 milliards de dollars par lancement. Par lancement. Si vous voulez économiser de l'argent, vous pouvez dégager la SLS. Le problème, c'est que la base de support de Artemis et de la SLS sont dans des états du sud. L'Alabama, le Mississippi, la Louisiane, la Floride sont les états qui participent le plus à la SLS. Ce sont des états républicains. C'est le problème, ouais. Est-ce qu'ils sont prêts? Ouais, oui, comme dit Green, c'est un énorme problème. Est-ce qu'ils vont être prêts à couper dans le lard et mettre des milliers de personnes au chômage au nom de l'efficacité? Tout simplement. Ça va être un bras de fer terrible s'ils veulent annuler la SLS, mais je peux vous dire que la survie de la SLS est totalement sur la table. Voilà. Alors, un autre point que Musk s'est jamais caché, c'est de commencer à taper un peu sur les régulations excessives du gouvernement dans le spatial. Lors de son premier mandat, l'administration Trump avait essayé de produire ce qui s'appelle la Space Policy Directive 2 en 2018, dont le but était de commencer à simplifier les procédures, à rendre tout ça moins opaque, mais ils avaient eu pas mal de bâtons dans les roues, entre autres de l'AFA, du gouvernement fédéral, ils s'étaient fait taper sur les doigts et ils n'avaient pas pu mettre, c'était qu'une ébauche de simplification. Voilà. Et il faut noter que, alors,
avec SpaceX en tête. Hein. Je dis souvent que c'est pas que SpaceX qui voudrait réduire l'administratif autour d'obtenir des licences de tir et tout ça. SpaceX est le plus vocal et sont les seuls à porter leur couille avec Musk en tête, mais c'est l'entièreté de l'administration, c'est l'entièreté du New Space. Par exemple, là, il vous le dit, Eric Berger. D'accord, merci Pépé pour tes vidéos. Merci de prendre le temps de les regarder, d'accord, avec ça, là. Merci beaucoup. Donc, ouais, il faut quand même noter que la plupart du temps, quand vous parlez avec des exécutifs de start-up ou du New Space, ils vous disent tous la même chose, que interagir avec la FAA et les agences fédérales qui bossent pour la FAA est une véritable horreur. Tout le monde est d'accord pour dire, quasiment tout le monde, que les régulations et les régulateurs pourraient être beaucoup plus efficaces s'ils avaient plus de ressources. Je le répéterai toujours, le problème de la FAA, c'est son manque de ressources. Elle n'a pas les moyens humains et matériels pour gérer la quantité de travail autour du New Space. Et voilà. Donc la FAA et la FCC. La FCC, c'est tout ce qui touche les télécoms. Donc Starlink, par exemple, lorsqu'ils veulent une autorisation, doivent demander à la FCC. Donc la FAA et la FCC ont pourtant un travail extrêmement important de garder les gens et les biens sécurisés, pour pas qu'il y ait d'accidents et tout ça, tout en gardant des orbites exploitables en termes de trafic et en régulant aussi les débris spatiaux. Voilà. Tiens donc, Sibylin, Musk signifie testicule. Testicule a été bloqué par mon automode. Je vais te l'accorder, Sibylin. Je sais que t'aimes les couilles, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc la deuxième administration Trump, donc la première administration Trump avait eu beaucoup de mal à s'imposer sur le spatial, déjà parce que elle n'était pas aussi légitime que cette élection-là, elle n'avait pas autant de support au Congrès et tout ça. Là, comme je vous dis, les choses vont changer. Trump a remporté une victoire extrêmement importante. Et la deuxième administration Trump aura aussi d'importants alliés au Congrès. Ted Cruz, le sénateur du Texas, républicain, aura... comme c'est le cas pour l'administration précédente, aura une chaise au comité du Sénat qui gère tout ce qui touche le commerce, sciences et les transports. Entre autres, c'est le comité sénatorial qui supervise la FAA et toutes les politiques spatiales. Comprenez qu'il va y avoir des républicains très influents, pro-Trump, pro-Musk, pro-SpaceX au Congrès qui vont superviser ça. Il est un des sénateurs qui a montré le plus d'intérêt dans la commercialisation de l'espace, le privé, ainsi que le support pro-business de tout ce qui touche la législation et tout ça. Voilà, donc on va... Ouais, on est à un point de rupture du spatial américain. On est vraiment, je pense, à un point de rupture. Et le fait que le point de rupture soit là, c'est aussi parce que Musk est là. Voilà. Beaucoup d'incertitudes. Et ça, c'est génial. Alors, un des autres problèmes, là, je vais vous le résumer, tout ça, c'est que pendant très longtemps, Ten Green vous le confirmera, mais l'espace a toujours été un milieu non partisan au niveau politique. Les républicains, les démocrates se sont toujours très bien entendus pour le spatial. Il n'y a jamais eu de soucis, et c'est pour ça que je vous dis qu'en termes de continuité d'administration, qu'importe qu'on passe de Trump à Biden, tout le monde a toujours soutenu le spatial activement. Le souci, c'est que Musk a mis les pieds dans le plat en supportant officiellement Trump. Il est le patron de SpaceX. Il est vu de façon très négative par beaucoup de démocrates. Et ça va être probable que de nombreuses personnes au Congrès vont s'opposer à tout ce qui touchera la NASA, la Lune, Mars, simplement pour faire chier Musk. Hein, voilà. Ne sous-estimez pas tout ça. Voilà. Pour Discord, tu m'envoies un message en privé et puis... désolé pour le spam. Écoute, tu m'envoies un message en privé via Twitch. Tout simplement, regarde là-haut, il y a une petite bulle là. Tu m'envoies un message en privé et puis voilà. Alors, donc ouais, ça va poser un problème du fait que d'un coup, l'espace devient un champ de bataille politique. Ce qu'il n'a jamais été avant. Et c'est vrai que Musk polarise beaucoup les gens. Généralement, on aime bien Musk, on le déteste. Et c'est vrai que énormément de démocrates vont beaucoup en vouloir à Musk d'avoir rejoint Trump, d'avoir pris parti pour Trump et d'avoir contribué à faire élire Donald Trump. Voilà, donc beaucoup de démocrates vont lui rendre la monnaie de sa pièce, sûrement, de façon légale, au Congrès. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir ça. Un autre problème, c'est que la NASA a un partenariat global avec de très nombreuses agences spatiales aux quatre coins du monde.
Et ça, en effet, ce qu'on appelle les accords Artemis ont été créés par la première administration Trump, et le but était de créer une coalition pour retourner sur la Lune, peut-être faciliter certaines choses au niveau logistique, au niveau financier. Et c'est vrai que depuis la création des accords Artemis, on a les États-Unis mais aussi la Chine qui ont signé de très nombreux partenaires afin d'établir une présence permanente au pôle sud de la Lune. Et c'est vrai que l'arrivée de Musk, qui est le patron de SpaceX, va poser énormément d'incertitudes vis-à-vis de certains des partenaires de la NASA, particulièrement en Europe, Ten Green, où il y a déjà de grosses tensions autour de l'Ukraine, mais avec l'administration Trump, mais aussi les Européens sont déjà épuisés par les prouesses de SpaceX en termes de vol spatial et ne vont peut-être pas supporter de se retrouver peut-être embarqués dans les activités spatiales plus ou moins liées aux ambitions de Musk, avec peut-être un switch vers Mars qui, eux, va pas trop les intéresser. Voilà. Hein, ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué. L'Europe s'est jamais cachée que... on n'aime pas trop Musk parce qu'il nous a volé notre goûter, quoi. Et il nous met un peu la honte. Alors, si en plus on se retrouve à devoir supporter ça, ça va faire chier. Donc là encore, c'est un peu un conflit d'intérêts avec Musk qui polarise énormément, tant au niveau personnel, individuel, qu'au niveau politique, étatique. Voilà. Donc ouais, voilà un petit peu pour un peu toutes les questions. Donc on va avoir déjà quelque chose de global de quel poste va occuper Musk dans l'administration. Est-ce que ce sera un conseiller spécial à la Maison-Blanche, peut-être? Il aura sûrement pas mal de pouvoir dans certains domaines. Et il va s'attaquer peut-être à dégraisser la NASA, dégraisser Artemis, dégraisser le processus. Moi, je pense que c'est des bonnes choses, mais comme tout changement, les technocrates et les bureaucrates ne veulent pas du changement. Bah oui, les technocrates et bureaucrates, ce sont des gras oiseaux qui vivent dans un nid douillet, et Musk est quelqu'un qui aime bousculer les gens qui glandent. Et oui, si vous êtes un glandeur, forcément, vous allez pas aimer Musk. Hein. Voilà. Peut-être l'Europe va enfin s'affirmer de manière indépendante en volabilité, mais absolument. Tu sais, Sky Freeland, que tu soulèves un point intéressant, ça serait peut-être l'opportunité pour l'Europe de se sortir les doigts du cul et de commencer à penser de façon indépendante au spatial. Je pense qu'on en est totalement incapable, parce que la technocratie et la bureaucratie vérolent entièrement tout le spatial européen, donc je pense qu'on en est incapable, mais c'est ce qu'il faudrait pourtant. Et ça fait 30 ou 40 ans qu'on devrait faire ça, mais on en est absolument incapable. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème, mais techniquement, dans les faits, je suis d'accord avec toi, voilà. Donc voilà pour le sujet. C'est un truc assez incroyable, hein. Comme je dis, c'est pas un changement d'administration. En vrai, il y a du potentiel en Europe, j'ai jamais dit le contraire. Je te dis juste que les technocrates et les politiques tuent toute tentative de potentiel et d'innovation en Europe. Voilà. UE et indépendance ne vont pas dans la même phrase, absolument. L'UE et l'indépendance ne vont pas dans la même phrase. Voilà. Est-ce que ça veut dire moins de red tape? Tu m'as compris, Batan, c'est absolument moins de red tape. C'est moins de red tape, ça va être beaucoup moins de régulation, tout en gardant quand même du contrôle, parce que vous pouvez pas laisser les compagnies faire n'importe quoi. Mais fini l'époque où la FAA commençait à traîner des pieds, prenait son temps, où Robert, Roger, Raoul et André des services de la pêche et des services sauvages prenaient leur temps pour rendre des études. Musk va avoir le pouvoir pour commencer à casser les dents de ces gens, en tout cas pour les empêcher de mordre, et tout en enlevant les muselières du New Space. Moi je suis convaincu que c'est une très bonne chose pour les États-Unis. Je suis convaincu. Malgré les conflits d'intérêts, comprenez qu'on a tous conscience, hein, Ten Green aussi, hein, Ten Green, toi, t'en penses quoi de toute cette affaire? Donne-moi ton avis sur la question. Bah, la question, c'est comment ils vont gérer le truc? Est-ce qu'ils vont faire comme des brutes ou on va faire petit à petit? Mais quel est leur objectif à la fin aussi? S'ils veulent toujours aller viser la Lune directement Mars, mais de toute façon, il faut aller sur la Lune pour aller sur Mars. Hein. Ouais. Ils n'auront pas le choix. Il faut les deux vont ensemble. La photographie a été prise quand? Quelle photographie? Donc ouais, moi je suis convaincu que c'est une bonne chose pour les US. Musk a une mauvaise habitude de faire taire ses détracteurs à coup de résultats. Et je pense que c'est une bonne chose. Musk, il s'en fout de ce qu'on pense de lui. Musk, il s'en fout du pognon. Musk s'en fout du pouvoir. Musk, il a juste sa vision du spatial.
C'est pour ça qu'il est en politique, hein, Musk. Hein. Il est là parce qu'on lui a chié dessus et il veut maintenant... il veut rentrer dans l'art pour avoir le pouvoir, pour tailler dans l'art. Il s'en fout d'être détesté, Musk. Voilà. Donc ça va être très très intéressant. Est-ce que tu penses que Musk va pouvoir influencer... Ah bah là, Trump a déjà annoncé qu'il fallait une électricité bon marché. Voilà. Celle qui est affichée. Ça a été pris... quel vol sur la Lune, là, ils ont fait ce magnifique... en plus, elle est super connue, la photo. Ce magnifique flyby. C'était pas durant des vols où ils faisaient juste un flyby. Enfin, ouais, ils faisaient juste le tour de la Lune et ils sont pas atterris. Sûrement. Mais en tout cas, l'image, elle est magnifique. Et le Sénat passe républicain. Ouais, oui, c'est... Mais c'est ça. C'est que Trump a remporté toutes les chambres hautes avec la majorité désormais, ou une quasi-majorité. Voilà. Donc, ça va être intéressant de voir Musk aux affaires. Quelqu'un d'anti-technocratique, d'anti-bureaucratique. Moi, je vous cache pas que je pense que c'est ce qu'il faudrait en France, en Europe en général. Mais malheureusement, on n'a personne de la trempe de Trump ou de Musk. Qui ont levé terre. Écoute, on s'en fout, on n'est pas pour parler de ça, non hein. Je suis en train de faire un exposé sur deux politiques. On fait pas de la photographie, quoi. Donc ouais, ça va être l'avenir va être extrêmement intéressant dans les prochains mois, je pense. Ça va se décanter. Ça bouge déjà hein, aux US, hein, et on sait que Musk va être quelqu'un d'assez important dans le nouveau gouvernement. Vous savez que là, Trump a appelé Zelensky. Hier, il y avait Musk qui était à la conversation. Hein Musk, il était là, mais Musk a ses intérêts aussi en Ukraine. Hein. Il a amené... il est déjà en position de monopole. Mais ouais, c'est ça. Mais on espère que le monopole ne va pas s'aggraver. Voilà, mais SpaceX est déjà sur le toit du monde parce qu'ils sont exceptionnels. Donc ouais, Musk va être, je pense, une éminence grise. Un espèce de conseiller spécial. Je pense, avec beaucoup de pouvoir. Et il va prendre la tronçonneuse et il va tailler dans le lard. Donc vous allez sûrement voir beaucoup de démocrates hurler, voire même des républicains aussi, hurler quand Musk va commencer à s'attaquer à des systèmes qui ne fonctionnent pas, des systèmes qui coûtent horriblement cher, sans aucun résultat, et voilà. Starlink en Ukraine, il suffit de couper le signal. Ouais, il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Il y a souvent des imbéciles qui disent que Musk est pro-Poutine. S'il était vraiment pro-Poutine, il n'aurait jamais donné Starlink aux Ukrainiens et il aurait coupé Starlink il y a très longtemps, ce qu'il n'a jamais fait. Je peux vous dire que les Ukrainiens et l'armée ukrainienne sont très très contents d'avoir Starlink. C'est le seul moyen de communication internet fiable au service du pays. Donc ouais, voilà. Tu veux que ça s'aggrave comment? On est déjà dans un monopole sans concurrence. Ouais, absolument. C'est terrible, mais SpaceX s'est élevé en situation de monopole sans jamais... mettre des bâtons dans les roues de ses concurrents, sans racheter qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on va devenir en Europe? Mais les gars, l'Europe du spatial, on va tirer une Ariane 6 tous les 6 mois, quoi. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. L'Europe, c'est finito. On fera des vols institutionnels, on tirera un satellite Galileo, on tirera un satellite de reconnaissance, et pendant ce temps-là, il coupe le signal, la guerre s'arrête rapidement. Ouais, mais ça serait pas correct de faire ça. Ça serait pas correct de faire ça. Et il le sait, tout le monde le sait. Et oublie pas que le Pentagone paye la facture aussi. Donc il y a des intérêts géopolitiques aux US. Les Space Force ou même le Pentagone. SpaceX coupe le signal de Starlink. C'est une déclaration de guerre à l'institution, quoi. Donc non, il y a aussi des enjeux politiques aux US. Et Musk n'a pas d'intérêt à couper Starlink. Il est payé pour. Il est littéralement payé pour garder Starlink. Musk, il veut récupérer de l'argent pour faire tourner la boutique. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, on en sera... Musk, c'est le nouveau Von Braun. Il fait de la politique pour ses objectifs, absolument. Alors, Von Braun était un génial inventeur. Musk n'est pas aussi génial techniquement. Mais il y a, dans leur vision aux deux, il y a un point commun majeur. Souvent, je vois des imbéciles qui traitent Von Braun de nazi et tout. Allez voir, j'ai fait il y a très longtemps un Warbird sur le V2. La V2. Le V2, je vais vous dire la même chose que ce que j'avais dit dans mon Warbird. Von Braun était un opportuniste. Ça aurait pu être les communistes, les nazis ou des petits hommes verts. Il se serait donné corps et âme tant qu'il lui donnait le budget et les moyens d'accomplir ses rêves. Von Braun, il en a rien à foutre des nazis. C'était un pragmatique. Il aurait signé en bas à droite de n'importe qui. D'ailleurs, il a fini aux US parce que les US lui ont donné les moyens. Von Braun, il s'en foutait de la politique. Musk, c'est pareil. Il n'aime pas la politique. Il choisit par pragmatisme la personne qui lui offre les meilleures opportunités d'aller de l'avant.
cette personne, c'est Trump. Voilà. Musk est un pragmatique. Il s'en fout de tout ça, Musk. Il n'aime pas la politique. Il veut avoir les mains libres pour bosser comme un zinzin, parce que c'est un zinzin, Musk, et il veut avoir les mains libres pour bosser. Bosser, pousser les limites toujours plus loin. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et c'est tout. Trump lui a offert ça, et il a choisi Trump, il a tout misé sur Trump, et c'est passé. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Musk est un fin renard qui a misé sur un cheval, un choix pragmatique, et ça a payé. Voilà. Ça a payé très très fort. Et aujourd'hui, bah, je suis incapable de vous dire comment le spatial va évoluer dans 2-3 mois. Ça fait un peu peur, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, Stan Green, pour le spatial, toi, américain? Ça m'inquiète à la fois, mais... Bien sûr que ça nous inquiète. Il y a du positif et du négatif. Dans le fait que oui, ils vont se bouger le cul. Par contre, bon... Il va y avoir des gros soucis derrière d'influence. Ça fait peur. On connaît Musk qui va vouloir mettre ses mains partout. Ouais. Ça fait peur. Après, Musk est quelqu'un de très intelligent. Il va bien s'entourer. Il va s'entourer de gens compétents. Comme toujours, c'est ce qu'il fait, Musk. Hein. Sa vraie force à Musk, c'est de s'entourer des meilleurs. Et pas forcément des idéologues et tout. Il va s'entourer de gens extrêmement compétents. D'ailleurs, il a déjà beaucoup demandé. Il demande beaucoup d'avis à tout le monde, Musk. Vous prédisez un retour sur la Lune en quelle année? Difficile à dire. 2028 peut-être? 2029? Ça va dépendre de pas mal de choses en fait. Ça va dépendre déjà des progrès de Starship au niveau du ravitaillement dans l'espace. Starship est un gros dénominateur commun quand même, aussi de la mise au point des combinaisons spatiales. Voir si on a l'année prochaine un vol on a Artemis 2 qui vole, et si on arrive à faire un vol Artemis 2 parfait avec les hommes, les astronautes qui vont autour de la Lune, ça serait déjà un pas extrêmement important. Et quelles sont les relations de Musk avec les autres milliardaires du spatial? Il n'y en a qu'un seul d'autre milliardaire du spatial, vraiment, c'est Jeff Bezos. Et Jeff Bezos et Musk ne se connaissent pas bien, mais on sait que Bezos en avait parlé en privé, il a dit qu'il avait beaucoup de respect pour Musk, parce que Musk était... ce qu'a accompli Musk avec SpaceX, difficile de... Charles Bronson, c'est finito les mecs, Bronson, le spatial, ils ont pas d'argent... comment il s'appelle, Virgin Galactic, Orbit a fermé, Virgin Galactic maintenant ils volent même plus, voilà. SpaceX tire pour Bezos, absolument. Donc ouais, c'est deux mondes différents, Blue Origin, mais moi je suis content que Blue Origin soit là. Même si souvent je casse du sucre sur Blue Origin, je suis content qu'ils soient là et j'espère qu'ils vont faire un vol parfait avec la New Glenn, qui vont réussir du premier coup à récupérer le booster pour montrer on existe aussi, donnez-nous de l'argent, donnez-nous des contrats, on est capable de bosser bien. SpaceX c'est une locomotive, hein. Comprenez que tout le monde regarde SpaceX, soit vous vous bougez le cul et vous essayez de... Charles Bronson c'est l'acteur. Je comprenais pas pourquoi l'autre il me parlait de l'acteur dans le chat. Quid de Charles Bronson? Je disais mais Charles Bronson c'est l'acteur qui joue dans Il était une fois dans l'Ouest. Ah putain. Donc ouais, on est en territoire inconnu. Ce changement d'administration à cause de la présence de Musk va le bouleverser énormément de choses. Et je suis absolument incapable de vous dire. Voilà, tout ça pour ça. On est en territoire totalement inconnu. Et je pense que c'est bien qu'on ait un peu d'inconnu, qu'on ait un peu de potentiel. Musk est la bonne personne pour ça. Vraiment, véritablement, s'il y a une personne à mettre à cette position, c'est Musk. Et Musk est un fouteur de merde, un trublion, qui a pas peur des gens, qui a pas peur de dire ses 4 vérités. Ce n'est pas un politicien, c'est pas un technocrate, c'est pas un bureaucrate, c'est quelqu'un, en un mot, d'efficace. Et on manque de gens. C'est sûr qu'il va foutre la merde, hein. Ça, il va foutre la merde. Comptez sur le foutre de la merde. Il va foutre la merde à coup de rapport en disant regardez, là on perd 3 milliards de dollars. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces 3 milliards de dollars? Et voilà. Vous avez beaucoup d'argent. Une nouvelle cafetière. Mais c'est ça. Vous savez, il y avait quoi, 2-3 ans de cela, il y avait un congressman qui avait sorti un des responsables de l'Air Force en commission d'enquête au Congrès, un sac de vis. Un sac de vis, Stan Green. Tu vois, les vis les plus lambda. Oui. Et il avait demandé au mec, mon général, est-ce que vous savez combien coûte ce sac de vis? Vous l'utilisez pour quasiment tous vos moteurs et tout. Combien coûte ce sac de vis? Gros silence. Et le sac de vis coûtait 80 000 $. Était facturé 80 000 $. Et le mec dit, mais c'est inadmissible que le sac de vis, n'importe qui peut acheter ça, ça coûte 80 000 $. Vous voyez un petit peu le truc.
Mais C'est qui gonflait les factures pour les services publics. absolument. Comme en France, hein. Il y a même souci en France, hein. Comprenez pas que c'est pas que les US, hein. Tous les services publics sont surfacturés de ça. Mhm. Donc ouais, Musk, il est anti ça. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir Musk qui va arriver là parce qu'il va foutre une il va foutre une belle démonstration du gaspillage. Absolument. Et Musk va être là pour tailler là-dedans. Il va se faire beaucoup d'ennemis, mais il y en a déjà et il s'en fout. Comme dit Jackie qui s'est fait bloquer par mon automode parce que l'automode ne connaît pas la phrase. Mais Musk récemment avait été pris en otage sur Twitter par Disney et compagnie qui refusaient de faire de la pub sur Twitter parce que Musk était méchant monsieur. Et Musk avait dit publiquement à New York, devant beaucoup de monde, dont ses mêmes responsables, avait dit go fuck yourself. Il leur avait dit en face, vous voulez me faire chanter pour de l'argent, mais vous êtes complètement con. Moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous du pouvoir. Et vous voulez me faire chanter pour changer ma façon de me conduire. Et il leur avait dit, allez vous faire enculer. Voilà. Et il leur avait dit directement en face, hein, 2 fois. C'est du Musk. Voilà, c'est Elon Musk. Donc si vous pensez que l'argent est le dénominateur commun de Musk, vous avez tort. Le pouvoir aussi, ce sont des outils pour Musk. Musk s'en fout de ça. Musk, il a juste sa vision. Comme Von Braun, il est prêt à signer pour n'importe qui va lui donner les moyens de sa vision. C'est quelqu'un de curieux, Musk. On n'en a pas beaucoup des gens comme ça. Et je suis convaincu qu'il en faut. Parce que c'est ces gens-là qui font avancer les choses. Pour le meilleur comme pour le pire. Mais il faut avancer dans la vie, tout simplement. Bon. Il y aura un avant et un après, ça c'est sûr. Je vais m'arrêter là. Bon, écoutez, quoi qu'il arrive, on n'a rien au pad pour le moment, mais si on a un vol le 18 novembre, on va avoir sûrement tout qui va être rollout, Ten Green. On va avoir un full stack, on va avoir les FTS, on va avoir peut-être un semi-WDR. Donc la semaine prochaine, on va avoir du Starship, les mecs au pad. Et le 18 en soirée, on va avoir du lourd. Nouveau vol de Starship. Et on sera là en live, hein, tout simplement. Bon, écoutez, je m'arrête là. Merci Ten Green de ta présence. Passe un